Bonjour, je suis Daniel Neville, je suis vice-président de la Fédération française des matériaux. Nous initions un premier cycle de webinaires sur les matériaux entre donc, la Fédération française des matériaux, qui est une association qui regroupe 25 associations scientifiques françaises, et l'AFAS, l'Association française pour l'avancement des sciences. Ce premier webinaire porte sur les matériaux pour l'automobile et le prochain aura lieu le 1er février. Je vais passer la parole à Sylvie Lartigue qui va nous présenter le premier intervenant. Merci Daniel. Donc bonjour et bienvenue à notre webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Bonnet. Frédéric Bonnet est chercheur au centre de recherche d'ArcelorMittal à Mézières, qu'il rejoint en 2001. Il travaille alors sur la solidification en coulée continue avec la modélisation thermodynamique du liquide et les levées de risque process pour les nouveaux produits. En 2007, il rejoint le Centre Produit pour aborder des sujets de métallurgie physique. Il développe des modèles métallurgiques pour la prédiction des microstructures et les propriétés mécaniques des aciers le long de la filière industrielle. En 2011, il devient responsable d'une équipe de métallurgie en charge du développement des aciers très haute résistance pour l'industrie automobile et de l'optimisation des routes métallurgiques des usines du groupe. Frédéric Bonnet est alors précurseur dans le développement de modèles physiques permettant un pilotage en temps réel des lignes de recuit. En 2022, il crée une équipe hybride à l'interface process-produit avec pour objectif d'aider la transition des usines vers la décarbonation et l'industrie 4.0. Et c'est ce dont il a choisi de nous parler aujourd'hui. Frédéric, je te donne la parole pour un exposé d'une 25 minutes environ. Merci. Merci Sylvie pour cette introduction. Alors, les slides. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de la stratégie de la décarbonation de la filière sidérurgique, qui est un sujet très sociétal et d'actualité, avec beaucoup de décisions politiques, que ce soit au niveau national et européen, qui tournent autour de ces sujets. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres au niveau de l'industrie sidérurgique en termes de volume et d'émissions de CO2. Donc, au niveau mondial, on est aujourd'hui à 160 millions de tonnes d'acier produit dans le monde. C'est le deuxième matériau en volume après le béton et tous les matériaux en lien avec la construction. L'Europe, en termes de volume, représente 8% de cette production mondiale et la France est aux alentours de 9% au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est les chiffres de 2021. Alors, dans le tableau en bas à gauche, vous avez la production globale de CO2 de différents matériaux, donc très gros producteurs de CO2, donc l'acier, l'aluminium, les bases nickel, les bases cobalt, la pétrochimie et les bétons. Donc, vous voyez que pour l'acier, on est aux alentours de 3,7 gigatonnes de CO2 par an. Mais si on se réfère à la deuxième colonne, c'est la production de CO2 par rapport à la tonne de matériaux produits. Et là, on tombe à 2. Donc, en termes de production de CO2, on est certes un gros producteur de CO2, mais c'est aussi parce que l'acier est produit en très gros volume. Et donc, si on positionne l'acier par rapport aux différents secteurs industriels, économiques, donc ce sont les chiffres du Climate Action, la production de CO2 en équivalent au niveau mondial par l'industrie sidérurgique est de l'ordre de 7%. Donc ça, c'est un premier état de lieu. On est un très gros producteur de CO2. Pourquoi? Principalement parce qu'on travaille à très haute énergie. Le métal liquide, ils font aux alentours de 1550 degrés, donc on travaille dans la gamme 1550-1600 degrés, et donc on a besoin de beaucoup d'énergie pour travailler dans cette gamme de température. Et cette énergie, aujourd'hui, elle vient principalement de matériaux fossiles, que ce soit le coke ou le gaz naturel. Un deuxième point, c'est le besoin sociétal en termes d'acier.
Donc ici, vous avez une projection, donc c'est la production d'acier en millions de tonnes au cours des années. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est à un certain niveau et il y a des projections qui ont été faites et on voit que globalement, au niveau mondial, nos sociétés vont encore besoin d'avoir de plus en plus d'acier, avec évidemment différents types de scénarios, mais le besoin en acier est toujours là et va continuer à augmenter. Et donc, pour combler ce besoin, on va à la fois utiliser du minerai de fer, qu'on va continuer à réduire pour faire de l'acier, mais aussi on va augmenter notre taux de recyclage d'acier, notamment en Europe. En termes de répartition, les principaux drivers sont multiples. On va retrouver, on va dire, la consommation par habitant, au niveau des ménages, au niveau des foyers. Il y a toutes les infrastructures aussi qui sont gros consommateurs d'acier, les ponts, les routes, enfin tous les bâtiments. Une population croissante. Plus la population augmente, plus le besoin en acier augmente. Quelque chose qu'on n'a pas en tête, c'est tout ce qui est protection des côtes, tout ce qui est en lien avec l'utilisation d'acier pour les digues, pour les canaux, qui est aussi un gros consommateur, et tout ce qui est énergie renouvelable qui va demander de grandes quantités d'acier. Alors, une grande partie des illustrations que je vais vous présenter dans cette présentation proviennent d'un travail réalisé par Abe, du MPI, qui a fait une très belle analyse au niveau de la science des matériaux. C'est un gros document qui fait 80 pages à peu près et dans lequel vous pourrez retrouver un petit peu ces différentes informations. Même chose, si on regarde un petit peu les différents domaines énergétiques, que ça va de la géothermie en passant par le nucléaire, les éoliennes, les voitures électriques. Ici, vous avez un petit peu les besoins en matériaux métalliques des différents domaines et on voit que l'acier est demandé par différents secteurs énergétiques et couvre un petit peu tous les besoins. Et pour donner un ordre de grandeur des volumes, j'ai pris l'exemple d'une éolienne de 3 mégawatts. De quoi on a besoin en termes de matériaux pour cette éolienne? Eh bien, on a besoin d'environ 335 tonnes d'acier, 1200 tonnes de béton, 5 tonnes de cuivre. Et donc, on voit que la part de l'acier reste importante, notamment pour la structure en mât, pour assurer la rigidité par rapport aux contraintes mécaniques liées par le vent. Alors, on doit répondre à des gros volumes, donc on doit maintenir des capacités de production assez importantes. On doit augmenter notre taux de recyclage de l'acier et on doit réduire notre consommation de CO2, notre production de CO2, pardon. Alors, comment on arrive à cette équation, à résoudre cette équation? Il va falloir que progressivement, on change de procédé. Aujourd'hui, en Europe, une grande partie des aciers plats carbone sont produits sur des filières conventionnelles où on va prendre du minerai de fer et on va le réduire avec du coke et des énergies fossiles pour en faire de la fonte. Et ce procédé, qui est le haut fourneau, hein, qu'on va retrouver nos fourneaux sur le site de Fos, sur le site de Dunkerque, ces procédés génèrent environ 1 à 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Donc l'idée, c'est progressivement de basculer vers des filières électriques. Alors ces filières électriques, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont été beaucoup développées dans les années 90 pour les produits longs, les barres, les fils, les poutrelles, mais assez peu pour les produits plats. Et l'idée, c'est de progressivement produire une partie des aciers plats carbone par ces filières-là. Et donc là, on va prendre des scraps, donc des ferrailles, qu'on va fondre dans un four électrique pour en faire de l'acier. On est sur des niveaux de CO2 beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,6 tonnes de CO2 par tonne d'acier, avec des consommations électriques énergétiques aussi beaucoup plus faibles. Dans la filière blast furnace, on est aux alentours de 18 à 22 gigajoules d'énergie. Pour un four électrique, on va tomber à 5-7 gigajoules. Donc, il va falloir changer de filière progressivement, avec probablement des filières un petit peu hybrides pendant une certaine période. On ne va pas pouvoir basculer du jour au lendemain d'une filière à l'autre. Et on a aussi des objectifs, évidemment, hein, des ambitions de réduction de CO2 au niveau européen.
Donc, l'industrie sidérurgique européenne souhaite réduire de 80 à 95% ses émissions de CO2 d'ici 2050, en partant d'une baseline de 1990, ce qui, sur un moyen terme, nous amène à une réduction de CO2 de 35% à hauteur de 2030. Donc, c'est significatif, et 2030, c'est demain dans nos métiers. Alors, un slide pour expliquer un petit peu ce qu'est la filière conventionnelle et les hauts fourneaux. Et ensuite, on parlera de la filière électrique. Alors, la filière conventionnelle, on va prendre du charbon, on va prendre du minerai, et on va mélanger tout ça dans le haut fourneau. Et le carbone va contribuer à la réduction du minerai de fer pour en faire ce qu'on appelle de la fonte, c'est-à-dire c'est du fer liquide saturé en carbone à hauteur de 4,5% de carbone à peu près. Et donc, évidemment, cette réduction de l'oxyde de fer par le carbone va générer du CO, du CO2, en quantité relativement importante. Va générer aussi et du laitier, qui sont des mélanges d'oxyde. Cette fonte, ensuite, qui contient beaucoup de carbone, elle va être décarburée. Donc, pour ça, on va injecter de l'oxygène dans la fonte, de manière à faire réagir le carbone de la fonte avec l'oxygène gazeux pour former du CO2 et progressivement réduire la teneur en carbone du métal pour pouvoir rentrer en métallurgie secondaire et élaborer la qualité d'acier que l'on souhaite avec des éléments d'alliage. Donc ça, c'est la filière traditionnelle et on voit qu'on libère beaucoup de CO2 à deux niveaux, hein, à la fois au niveau du haut fourneau par la réduction du minerai de fer, mais aussi par la décarburation de la fonte. Au niveau de la filière électrique, qu'est-ce qui se passe? C'est un gros réacteur dans lequel on va venir mettre des ferrailles. Donc on a un bain liquide dans lequel on va venir mettre des ferrailles. Et on va venir fondre ces ferrailles avec un arc électrique, donc on a des gros électrodes en graphite qui vont apporter de l'énergie et venir fondre ces ferrailles. Donc là, on est sur évidemment des quantités de CO2 beaucoup moindres, de l'ordre de 0,4 tonnes de CO2 par tonne d'acier, avec aussi des laitiers à gérer. Cette filière, donc là c'est sur l'image de gauche, on voit qu'on utilise essentiellement des ferrailles. Elle ne va pas permettre de répondre aux besoins de demain, puisque si on parle uniquement de ferraille, on voit que la production d'acier va augmenter dans le temps et la quantité de ferraille disponible ne sera pas suffisante pour répondre aux besoins. Donc il va falloir trouver des alternatives mixtes où on va mélanger à la fois des ferrailles et du minerai de fer pré-réduit. Donc c'est-à-dire on va prendre du minerai que l'on va réduire par de l'hydrogène, on appelle ça du DRI, et on va mélanger ce DRI aux ferrailles et on va fondre le tout pour en faire de l'acier. Donc ça va être pour répondre aux quantités importantes d'acier dont nos sociétés ont besoin pour croître, mais aussi il y a des limitations liées aux ferrailles. Quand on fond des ferrailles, on récupère un certain nombre d'éléments résiduels qu'on a du mal à enlever de l'acier, pour des raisons thermodynamiques dont on parlera tout à l'heure, qui vont venir polluer l'acier et qui vont générer des problèmes en termes de faisabilité industrielle et de propriété finale. Donc, on va venir, par le DRI, diluer les résiduels apportés par les ferrailles. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait besoin les ferrailles ne vont pas être suffisantes en termes de volume pour combler le besoin d'acier. Donc, on va utiliser du DRI. Alors, la filière DRI, c'est la suivante. On prend du minerai de fer et on va venir réduire ce minerai par de l'hydrogène. Donc, progressivement, l'oxyde de fer va être réduit et on va passer par les différentes étapes de l'oxyde de fer, la wustite, la magnétite, l'hématite, pour en faire du fer réduit. Et on va compacter ça sous forme de boulettes. Ce sont des boulettes de DRI. Et ce DRI va être enfourné dans les fours électriques avec les ferrailles pour pouvoir produire de l'acier et en partie venir diluer les résiduels apportés par les ferrailles. La principale question, ce sont des procédés qui sont relativement matures, qui existent déjà. La principale question qui tourne autour du procédé,
c'est la réduction, la réduction du minerai nécessite de l'hydrogène et comment on fabrique cet hydrogène. Donc aujourd'hui, on est principalement sur des procédés de craquage de gaz nat pour fournir de l'hydrogène, mais évidemment, le craquage va libérer aussi du CO et du CO2. Et donc, dans le futur, évidemment, il va falloir passer par des filières d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, de manière à libérer un minimum de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, il y a des enjeux politiques très très importants, puisque pour produire cet hydrogène, il va falloir de l'électricité, notamment si c'est de l'hydrogène vert, il va falloir de l'électricité, et de l'électricité à un coût relativement compétitif pour pouvoir avoir ces industries en Europe. Donc ça, c'est vraiment un point clé. D'où toutes les discussions en ce moment qu'on peut entendre au niveau national et au niveau européen sur l'énergie et les stratégies énergétiques qu'on doit mettre en place. Alors pour l'acier, mais pas que pour l'acier, en gros pour toutes les industries très consommatrices d'énergie. Ce qu'on voit apparaître aussi, hein, et tout récemment, il y a eu des annonces là-dessus, c'est l'hydrogène bleu. Donc, le gouvernement français a autorisé 2 sociétés à faire de la prospection dans les Midi-Pyrénées. A priori, il y aurait de l'hydrogène bleu dans ces zones-là, et ça peut être aussi une alternative, évidemment, pour venir réduire le minerai de fer. Donc, si on reprend un petit peu, si on synthétise un petit peu toutes ces informations en termes de footprint, donc vous avez ici les différentes filières. Donc en haut, la filière traditionnelle et entourée en bleu, la filière four électrique. Donc la taille des empreintes, c'est la quantité de CO2 libérée par ces procédés. Donc on va retrouver les hauts fourneaux et puis la décarburation de la fonte qui ont évidemment une très forte empreinte CO2, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et en bas, la filière électrique, avec la partie scrap qui, elle, en soi, ne génère pas de CO2, si ce n'est peut-être par le transport des ferrailles, évidemment, puisque ces ferrailles, il faut les récupérer, les stocker, les ramener dans les usines sidérurgiques. Donc, il y a quand même un petit peu de CO2 lié au transport, mais il n'y a pas d'opération sidérurgique qui va libérer du CO2. Et puis, il y a le mix ferraille-DRI. Et là, le DRI, eh bien, à court terme, on va le produire par craquage de gaz naturel. Donc, évidemment, il va y avoir une empreinte CO2. Mais l'objectif, sur le long terme, c'est bien, évidemment, de produire cet hydrogène soit par de l'électricité verte, soit en utilisant de l'hydrogène bleu, de manière à aller encore plus loin dans la réduction des émissions de CO2 de ces procédés. Et donc, dans le graphe en haut à droite, vous avez un petit peu la comparaison des différentes routes en termes de kilos de CO2 produits par tonne d'acier. Donc, sur la filière conventionnelle, on est sur des équivalents de 1,5 à 2 kilos de CO2 par tonne d'acier. Si à court terme, sur des filières mixtes avec du DRI, produit avec du gaz naturel, plus l'énergie nécessaire pour faire tourner les fours électriques et pour fondre l'acier, on va être aux alentours de 1000 à 1500 kilos de CO2 par tonne d'acier. Et dans le futur, si on arrive à trouver des solutions techniques, des politiques aussi qui vont avec pour faire du DRI bas CO2. Dans ce cas-là, on pourrait tomber à des émissions de CO2 inférieures à 500 kg par tonne d'acier. Quelques mots sur les ferrailles. Parce que c'est tout un monde, c'est toute une industrie, c'est bien d'avoir quelques éléments de contexte sur ces filières. Dans les années 90, il y a une classification des ferrailles qui a été réalisée au niveau européen, que j'ai reprise ici, où on va retrouver donc les différentes catégories de ferrailles, leurs spécifications, c'est comme ça qu'on les appelle, E1, E3, E2, E8. Et cette classification a été faite selon 3 critères. Un critère de pureté en termes de composition et de résiduel, donc on va retrouver les teneurs en cuivre, les teneurs en étain, en nickel, en moly. Leur densité,
puisque elles ont des géométries différentes, les pièces ont des géométries différentes, des tailles différentes, et donc la densité est importante, puisque quand on va remplir un four électrique, on va vouloir avoir un maximum de productivité, donc on va vouloir enfourner un maximum de ferraille en termes de volume, avec une certaine régularité en termes de tonnage, donc la densité est importante, et puis les tailles en termes de manipulation et de densité. Alors, une des principales problématiques des ferrailles, ce sont les résiduels, puisque les ferrailles, finalement, c'est l'ensemble des aciers qu'on peut récupérer dans nos sociétés. Et donc, ces ferrailles elles vont être mélangées à d'autres matériaux. C'est par exemple le problème du cuivre. Donc, quand vous construisez une voiture, hein, donc vous mettez plein d'acier, il y a plein de circuits électriques hein, pour venir alimenter les différents systèmes électriques de votre voiture. Eh bien, quand la voiture arrive à en fin de vie, tous ces câbles électriques ne sont pas systématiquement enlevés, mais ils sont noyés dans la masse avec la ferraille. Et donc, on va retrouver ce cuivre avec l'acier. On peut avoir aussi des pollutions par les revêtements. Une grande partie des aciers sont galvanisés pour des problèmes pour la résistance à la corrosion. Donc, on va retrouver du zinc dans les ferrailles, ou par exemple pour tout ce qui est emballage métallique. Pour l'alimentaire, par exemple, on va avoir de l'étamage avec un dépôt d'étain à la surface du métal pour les boîtes de conserve, par exemple. Et donc cet étain, on va évidemment aussi le retrouver dans les ferrailles. Et donc, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces ferrailles. Donc, on va retrouver la qualité E1, ce sont des vieilles ferrailles, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on va récupérer dans le bâtiment, au niveau des voitures et tout ça. Il y a les new scrap, ce sont les ferrailles issues finalement des procédés, c'est-à-dire que quand un constructeur auto, par exemple, quand il achète des bobines d'acier, donc il va les découper, il va les emboutir, et puis il va y avoir plein de chutes liées aux opérations d'emboutissage, de découpage et d'emboutissage. Donc ce sont des ferrailles relativement propres qui vont repartir dans le circuit. Et puis, vous pouvez avoir des tournures dans tous les procédés où on va devoir usiner des pièces. Donc, vous allez avoir des déchets qui sont les tournures, hein, qui sont liés à l'usinage, aux opérations d'usinage. Et puis, des scraps internes aussi. Donc, dans tous les procédés sidérurgiques, on a nos propres scraps internes, nos propres chutages qui génèrent un certain tonnage. Donc, voilà un peu pour illustrer quelques photos pour voir à quoi ça ressemble. Si on parle de scrap, il faut parler de volume et de qualité. Donc, il y a trois grandes familles de scrap. Les old scrap, les new scrap et les home scrap. Donc, les home scrap, c'est tout ce qui est scrap interne. Donc, dans tout ce qui fabrique de l'acier, on a nos propres chutages, une propre partie qu'on recycle en interne. Les new scrap, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les chutes générées le long des procédés de fabrication, de mise en forme, par exemple, d'usinage. Et puis, les hot scrap, c'est tout ce qui va concerner toute la ferraille, toutes les pièces en fin de vie. Et puis, on a perdu les slides. Pardon, il y a un souci. Je reviens. Et puis, pour donner un exemple aussi de disponibilité des qualités ferraille, je vous montre un camembert où vous avez la répartition de la qualité des ferrailles en France. Donc, il y a le volume, mais aussi la qualité qui sont importantes, puisqu'au niveau du four électrique, finalement, on va optimiser l'enfournement en utilisant différents types de qualités ferraille. Alors, la problématique des résiduels, c'est la suivante. Quand vous mettez des ferrailles dans de l'acier, donc les ferrailles vont se dissoudre, et les résiduels vont pouvoir se répartir de trois manières différentes. Vous allez avoir des résiduels qui vont partir dans les fumées, qui vont s'évaporer, qui ont une tension de vapeur plus importante que celle de l'acier et qui vont s'évaporer, donc ils vont pouvoir être éliminés par évaporation. Vous allez avoir un certain nombre de résiduels qui vont se répartir entre le liquide, le métal liquide et le laitier. Donc le laitier, c'est un mélange d'oxyde qu'on met à la surface du métal liquide
pour différentes raisons, hein, pour le protéger de l'atmosphère, pour éviter les problèmes d'oxydation, pour contrôler les pertes thermiques, mais aussi pour contrôler la mise en nuance du laitier, ses populations, son contrôle inclusionnaire. Et donc, il va y avoir certains éléments qui vont se répartir entre le métal et le laitier, qui vont partir dans le laitier. Et puis, il y a des éléments qui, d'un point de vue thermodynamique, vont naturellement rester dans le métal et on n'a pas de moyen pour les enlever facilement. Et c'est ces éléments finalement qui nous ennuient, puisque au cours du temps, ils ne vont que s'enrichir par le recyclage des ferrailles. Donc c'est typiquement le cas du cuivre, où au cours du temps, comme on ne sait pas éliminer le cuivre du métal liquide au jour d'aujourd'hui, au cours du temps, on va avoir progressivement un enrichissement en cuivre de l'acier. Et donc ces résiduels, eh bien, ils ont un rôle métallurgique, ils vont agir à différents niveaux. Ils vont jouer sur les propriétés mécaniques, ils vont jouer sur les transformations de phase, sur la genèse des microstructures. Et donc là, vous avez une cartographie un petit peu des différents mécanismes qu'on peut avoir. Donc certains éléments vont jouer par durcissement par solution solide, donc ils vont se mettre dans le réseau cristallographique du fer et venir durcir l'acier par solution solide. D'autres vont intervenir au niveau de la précipitation et donc venir impacter la microstructure et les propriétés mécaniques associées. Et d'autres éléments vont venir ségréger, soit en interne, ségrégation aux joints de grains, et donc vont jouer un petit peu, venir fragiliser les interfaces, fragiliser les joints de grains, et vont venir impacter certaines propriétés d'usage sollicitées par les joints de grains, donc tout ce qui est ténacité, soudabilité, ductilité à chaud. Et d'autres éléments vont venir ségréger en surface et vont venir créer des problèmes de processabilité ou venir modifier les traitements de surface, tout ce qui est en lien avec la surface de l'acier. Donc, une fois qu'on a fait ce panorama des filières, la transition des hauts fourneaux vers les fours électriques, l'impact CO2, la stratégie va tourner autour du mix entre les ferrailles et le DRI, avec tout un ensemble de contraintes qu'on va devoir apprendre à gérer en lien avec les ferrailles, c'est-à-dire leur disponibilité, leur coût, leur qualité, en lien avec les résiduels et autres, et puis la problématique du DRI, où le DRI va avoir un coût, puisqu'il va falloir réduire le minerai avec de l'hydrogène, et en fonction du type d'énergie qu'on va utiliser, eh bien l'hydrogène va être plus ou moins cher et donc le DRI va être plus ou moins cher. Donc il va falloir trouver dans le futur des modèles technico-économiques pour avoir un bon compromis entre l'utilisation optimale des scraps et de toute leur variabilité, de leur disponibilité et du coût du DRI. Donc le DRI va devenir une ressource stratégique, notamment en lien avec les politiques énergétiques, hein. Un pays qui sera capable de fournir une électricité bas coût sera capable de produire du DRI bas coût. Et aujourd'hui, par exemple, on a des projets d'installation de DRI à Fos, mais aussi dans le nord de la France, près de Dunkerque. Alors, vous avez peut-être entendu parler donc, de la stratégie hydrogène qui se met en place en ce moment en Europe, où dans le sud de l'Espagne, il y a des installations massives de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité bas coût. À partir de cette électricité, l'objectif est de produire de l'hydrogène, et cet hydrogène, au travers de pipelines, va être injecté vers le nord de l'Europe, là où il y a quand même une grande partie de l'industrie européenne, de manière à venir alimenter l'industrie. Et donc, un de ces pipelines va traverser la Méditerranée, va arriver à peu près de Marseille, donc à Fos-sur-Mer, d'où des projets d'installation de DRI dans ces zones-là, puisqu'il y aura normalement de l'hydrogène pas très cher. Donc, il y a toute cette stratégie à mettre en place au niveau du DRI. La disponibilité des scraps et leur coût. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'une grande partie des ferrailles sortent de l'Europe, hein. L'Europe ne consomme pas toute la ferraille qu'elle génère. Elle va venir alimenter des pays en voie de développement qui sont en pleine construction, en plein développement. La Turquie, la Chine continue à consommer beaucoup, beaucoup de ferraille.
Et donc, évidemment, si l'Europe se met à consommer ses propres ferrailles, ça va déséquilibrer les marchés. Donc, il va falloir apprendre à gérer tout ça. Essayer d'utiliser un maximum de ferraille basse qualité, puisque on peut, on peut améliorer la qualité des ferrailles, mais par des traitements, et ces traitements ont un coût. Donc, plus on va vouloir réduire la quantité de résiduels dans les ferrailles, plus la ferraille va être chère, et donc il va falloir apprendre à manager correctement le traitement des ferrailles, de manière à trouver le bon compromis entre leur coût et leur pureté. Donc voilà, et je termine par ce slide avec finalement les perspectives d'évolution des procédés sidérurgiques, avec quatre niveaux finalement. Le premier qui est le procédé actuel avec les hauts fourneaux. Donc on prend du coke, on prend du minerai, on vient réduire le minerai par le carbone. La filière dont on vient de parler, où on va finalement réduire le minerai par de l'hydrogène pour en faire du DRI que l'on va mélanger avec des ferrailles dans des fours électriques. Des procédés qui commencent à avoir un certain niveau de maturité, où on va directement faire la réduction dans le four électrique en injectant de l'hydrogène. Et puis des procédés sur lesquels on travaille depuis pas mal de temps et qui commencent à avoir un certain niveau de maturité, qui est tout simplement l'électrolyse de l'oxyde de fer, comme ce qui se fait avec l'aluminium. Et donc, on va venir électrolyser le minerai pour le réduire. Et donc là, il n'y aura plus de passage par des étapes de carbone ou d'hydrogène. On va directement faire une électrolyse du minerai de fer pour en faire du fer réduit. Et donc aujourd'hui, je dirais, voilà, on est en train de passer à la deuxième étape et on commence à avoir un certain niveau de maturité pour les étapes 4, le 3 et 4. Merci pour cet exposé. Nous reprendrons des questions à la fin de l'exposé. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Paul Itier, qui va présenter la seconde oratrice.